Bonsoir, bienvenue dans votre émission Face aux parlementaires. Vous le savez, on dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi, mais qu'est-ce qui est fait? Combien maîtrise le contenu de nos textes de loi? Voilà ce qui est fait pour vous. Cette émission Face aux parlementaires invite pour vous des techniciens, des parlementaires pour vous dire comment les textes de loi sont élaborés, à qui ils sont opposables, leur durée de vie et puis leur applicabilité. On va parler dans cette émission. Vous le savez, c'est une émission qui s'intéresse à tout ce qui s'intéresse au texte de loi, c'est-à-dire du Parlement. Aujourd'hui, nous avons le privilège, l'honneur de recevoir le premier parlementaire du moment, c'est-à-dire le président du Conseil national de la transition, à la personne du docteur Dansa Kourma, à qui nous disons bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous honorer de venir dans cette émission et puis nous expliquer ce que vous faites au niveau du CNT que vous dirigez en ce moment. C'est un honneur pour nous. C'est partagé. D'accord. Alors pour commencer, vous nous dites, parce que vous êtes à la tête d'une institution une institution majeure de cette transition en ce moment, vous nous expliquez sa composition, sa présentation globale, le bureau avec lequel vous êtes en train de travailler depuis que vous êtes là. Merci beaucoup. Le Conseil national de la transition, conformément aux dispositions de la Charte de la transition, notamment l'article 57 et suivant, est l'organe législatif de la transition. À ce titre, il est chargé de 5 missions. La première mission est d'écrire une nouvelle constitution qui sera adoptée par référendum. Deuxièmement, c'est jouer tout rôle législatif, c'est-à-dire connaître les textes de loi sous forme de projets, élaborer des propositions de loi, ratifier des accords. Et troisièmement, c'est de suivre la feuille de route de la transition. C'est le travail de contrôle de l'action gouvernementale. Et quatrièmement, contribuer à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales pendant cette période de transition. Enfin, contribuer à la réconciliation nationale. Et les 5 missions-là, pour leur mise en œuvre correcte, il fallait d'abord les comprendre. C'est pourquoi, lors des premières plénières du CNT, nous avons mis en place une commission qui a travaillé sur un projet de loi organique portant règlement intérieur de l'institution. Et cette loi organique a été votée. Et je me rappelle que cette plénière nous a conduit jusqu'à 2 h du matin. Nous étions là. Exactement. Alors la loi organique portant règlement intérieur a été promulguée par le président de la transition, le chef de l'État. Et ce règlement intérieur est exécuté aujourd'hui comme loi essentielle qui réglemente le fonctionnement de l'institution. Et le règlement intérieur, dans le cadre de la mise en œuvre des missions du CNT, a créé 8 commissions. Et vous allez voir que les commissions sont à l'image des missions que la Charte a confiées au CNT, parce qu'il y a toujours un alignement logique entre la norme supérieure et la norme inférieure. La première commission, c'est la commission constitution, lois organiques, organisation judiciaire et administration publique. Et cette commission est composée de 15 conseillers nationaux, pour la plupart des juristes et des représentants des partis politiques. Alors, et cette commission a compétence sur les questions constitutionnelles, mais aussi les questions liées aux lois organiques et tout ce qui est lié à l'organisation de la justice et de l'administration. La deuxième commission, c'est la commission chargée des affaires financières, des affaires financières et du contrôle budgétaire et plan. Cette commission est importante, est composée de 13 conseillers nationaux. Elle a compétence sur les questions liées au budget. Donc la loi des finances initiale, c'est cette commission qui est la commission de fond. Et la troisième commission, c'est la commission des affaires économiques et du développement durable. Et cette commission est composée à peu près du même nombre et a compétence sur toutes les questions liées à la connaissance de l'économie, mais aussi à toutes les actions ou tous les départements ministériels qui interviennent dans le développement économique et social du pays. C'est notamment le cas des mines, le cas de l'environnement, le cas de l'agriculture, l'énergie, hydraulique, etc. La quatrième commission,
c'est la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et des Guinéens de l'étranger. Naturellement, c'est une commission qui joue un rôle très important dans tout ce qui analyse des questions liées à l'efficacité de la diplomatie nationale, la coopération internationale, comment je vais dire, l'efficacité de l'aide publique, mais aussi la recherche de voies et moyens pour la protection des droits des Guinéens établis à l'étranger, en dehors du territoire national. Et l'autre commission, c'est la commission de la santé, des affaires sociales, l'éducation, culture et jeunesse. Et cette commission, comme vous le savez, a compétence aussi sur toutes les questions liées à la santé, à l'éducation, aux affaires sociales, à la protection sociale, mais aussi à la jeunesse et la protection des personnes vulnérables. Et l'autre commission, je crois la 6e commission, c'est la commission défense, paix et sécurité. Alors, nous avons beaucoup innové dans la composition des commissions parlementaires parce que la notion de paix n'existait pas, c'était la commission défense et sécurité. Nous estimons que la finalité de la défense et de la sécurité, c'est pour garantir la paix. Cette commission a compétence sur tout ce qui est lié aux lois de programmation militaire, aux propositions de réforme sur les forces de défense et de sécurité, mais aussi la recherche de voies et moyens pour la protection de l'intégrité territoriale, mais aussi la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est une commission très très importante qui est présidée par un général de l'armée, etc. Alors, l'autre commission qui est aussi importante pour nous, c'est la commission réconciliation nationale, droits de l'homme, communication et affaires religieuses. Comme la réconciliation, la protection et la promotion des droits de l'homme font partie de nos compétences, cette commission est l'une des rares commissions qui a compétence à elle seule sur 2 missions du CNT. Elle est composée majoritairement de religieux, de défenseurs des droits de l'homme, d'hommes de presse, de médias. D'ailleurs, tous vos 2 représentants au CNT sont tous membres de cette commission. Asmaou Bari et puis Yamoussa Sidibé. Et la commission est dirigée par un religieux, l'ancien secrétaire général des affaires religieuses, Elhadj Abdul Karim Djubaté, et son vice-président, c'est Monseigneur Jacques Boston, archevêque de l'église anglicane. Bref, la dernière, ce n'est pas dernière en termes d'importance, mais c'est par ordre, c'est la commission contrôle et comptabilité. Cette commission, c'est la commission qui est vraiment compétente sur toutes les questions liées au contrôle interne. Ah, ça c'est ce que vous faites, vous? C'est ce que nous faisons à l'interne. Le budget du CNT, comment il est exécuté, les marchés, comment c'est passé. Ça aussi, c'est nouveau. Oui, elle existait hein, dans toutes les assemblées d'ailleurs. Elle veille à ce que le budget de l'institution soit déroulé conformément aux meilleures pratiques en matière budgétaire et veille aussi à ce que les procédures de passation des marchés soient respectées. Et d'ailleurs, le CNT a beaucoup d'autres commissions ad hoc qui ne sont pas... Nous avons une dizaine de commissions que nous avons créées depuis qu'on est là, qui sont différentes des commissions permanentes. Par exemple, la commission de passation des marchés, la commission de contrôle des marchés, mais aussi la commission chargée de la construction du siège de l'Assemblée, de la future Assemblée nationale. Il y a beaucoup d'autres commissions qui existent, qui nous aident. On va peut-être s'attarder là-bas par rapport à cette construction, parce que le président de la 8e législature, paix à son âme, l'honorable Claude Korikondiano, disait que c'était sa priorité. Celui de la 9e disait que c'était aussi sa priorité. On n'a pas vu le bâtiment. Vous aussi, on a vu les maquettes avec vous. Est-ce qu'on peut peut-être avoir un bâtiment qui était ici au Palais du Peuple, là où vous êtes logé, avoir votre bâtiment à vous-même avant la fin de cette transition? Vous pouvez nous donner cette garantie? Avec toute humilité, nous avons franchi des étapes que les autres législatures n'ont pas pu franchir concernant la construction du siège. Je vous informe que l'appel d'offres est lancé en Chine pour le recrutement de l'entreprise qui doit construire le siège. Ça, ce n'était pas fait par la 8e et par la 9e. Mais au-delà de ça, on a... à partir d'ici le mois de février prochain, nous allons, si Dieu le veut bien, nous allons achever tout le travail de la partie guinéenne. Déjà, on a tous les dévis par rapport à l'accès à la fibre optique et l'installation de l'eau courante par la SEG, mais aussi les travaux de génie civil, donc de terrassement, pour ouvrir des voies d'accès. Ce sont les contrats qui sont la partie guinéenne doit exécuter. Exactement, doit exécuter ça. Mais je peux vous garantir que nous avons le budget pour le faire. Les travaux de définition des caractéristiques sont en cours par la Commission.
Et on a une autre avancée que les autres n'ont pas. C'est l'obtention d'un site pour la construction de l'entrepôt, c'est-à-dire du siège où la société sera installée. Okay. Les autres n'avaient pas d'espace pour ça. Nous avons déjà l'espace. Le ministère de l'Habitat nous a donné un espace qui est à quelques mètres du site. Le site, c'est toujours à Koloma. Parce que les Chinois seront là pour au minimum 24 mois. Alors, ils ne peuvent pas loger dans les hôtels pendant 24 mois. Ils viendront avec toutes les installations nécessaires, là où on mettra les entrepôts, les machines, les engins, mais aussi la construction de leur cité où ils vont habiter. Ce travail aussi, nous l'avons obtenu. Maintenant, aujourd'hui, les appels d'offres qui sont en cours, c'est pour clôturer l'espace qui va constituer l'entrepôt, mais aussi construire les routes, les voies d'accès, l'accès à l'eau et à la fibre optique. Je peux vous garantir que ce sont des choses qui sont à portée de main. La rigueur et la vigilance qui est de mise ici permettront naturellement d'ici le mois de mars, si Dieu le veut bien, je ne parle pas en dehors de ça, de sa volonté, vous allez voir que ce site a pris une nouvelle forme et l'entreprise chinoise qui sera recrutée plus tard le mois de mars 2023, les travaux vont commencer. Nous n'allons pas poser de première pierre parce que nous voulons inaugurer le bâtiment. On a assisté à la pose de beaucoup de premières pierres, mais il n'y a pas d'inauguration. Un parlement ordinaire, normal, donc, qui n'est pas dans une phase transitionnelle, a trois principales missions, c'est-à-dire c'est voter les lois, contrôler l'action du gouvernement, mais c'est le devoir de redevabilité, c'est-à-dire aller vers les citoyens. Vous, ce ne sont pas les citoyens qui vous ont élus. Est-ce que vous avez mandat de composer des commissions d'enquête en cas de problème? L'avantage d'un parlement transitoire, parce qu'elle a beaucoup de marge de manœuvre, et surtout le nôtre a la particularité d'être composé majoritairement d'acteurs non politiques. C'est-à-dire, ça fait que le serment que nous avons prêté de respecter et de faire respecter la volonté du peuple de Guinée et de se conduire de manière digne, neutre et impartiale, garantit et accroît la possibilité pour notre institution de travailler conformément à l'esprit des populations. C'est pourquoi cette obligation de redevabilité nous a amené, avant de faire tout travail, d'aller d'abord consulter les populations à l'intérieur du pays. Pour moi, c'est innovant pour un Parlement, fût-il transitoire, de commencer son travail par consulter la population. Et ce travail de consultation nous a permis d'avoir une vision claire sur notre travail. Les aspirations de la population, le niveau de la demande, les besoins de la population, en lien avec la mission que nous avons conformément à la charte de la transition. La deuxième chose qui me semble être importante, et nous avons aussi effectué des missions à l'étranger. Parce que la légitimité d'un Parlement, ce n'est pas seulement de l'intérieur, c'est aussi de l'extérieur. La reconnaissance de vos pairs et votre acceptation dans les instances parlementaires, c'est aussi un gage de crédibilité. Aujourd'hui, même le Parlement de la CEDEAO, nous avons été acceptés. Le président du Parlement de la CEDEAO était en Guinée, vous avez suivi son passage en Guinée. La prochaine session supporte à croire que le CNT allait être invité, ce qui est une particularité. L'autre chose, toutes les instances internationales, nous avons désigné déjà nos représentants et nous participons. Et l'UIP, qui est la plus haute instance parlementaire, s'est même engagé à financer un projet de renforcement des capacités institutionnelles de notre Récemment, Parlement. vous avez à Kigali, lors de la 145e Assemblée générale de l'UIP, je crois, si je m'abuse. Exactement. Et nous avons assisté à ça. Ce n'est pas seulement cette session, même la précédente, à Bali, en Indonésie, nous avons été invités. Et nous avons été invités à Kigali, mais aussi la prochaine édition se passera au Bahreïn. Ça aussi, nous sommes invités. Bahreïn, c'est un pays... Ah ok, j'ai cru entendre Bahreïn. Non, non, pas Berlin. Berlin, voilà. C'est un pays pas loin des Émirats arabes. Donc c'est un pays arabo-musulman, si je ne me trompe. Bref, au-delà de l'UIP, l'APF aussi, nous avons fait venir ici le secrétaire général par l'intérim de l'APF, le français Bruno Fuchs. C'est pour vous dire que la reconnaissance de notre Parlement par les instances internationales parlementaires est sans commune mesure. Donc nous sommes très contents à la fois d'être en phase avec les aspirations de la population et d'être reconnus comme un Parlement qui
qui conduit des actions conformément aux meilleurs standards par les instances qui ont la charge de constater, de qualifier cela. Donc, mais ce qui est important en termes de contrôle de l'action parlementaire, l'élément le plus important, nous avons reçu pour examen le plan de référence intérimaire, qui est un peu le document qui remplace le PNDS pendant la période de transition. Ceci créera une grande interaction entre nous et le gouvernement, mais au-delà, le Premier ministre aussi, avant la loi des finances initiales, doit présenter son discours de politique générale, qui sont des exercices d'élégance politique, d'élégance démocratique, qui contribuent à renforcer la crédibilité, n'est-ce pas, des instances qui gouvernent le pays pendant cette période. Mais en termes de contrôle, je vais vous dire, dans notre plan d'action des 2 mois à venir, nous avons 3 missions d'information dans les zones minières, dans les centres hospitalo-universitaires, notamment l'hôpital Donka. Nous avons également d'autres missions sur les questions environnementales. Bref, ces 3 missions d'information sont essentielles. Ça permet d'exercer notre fonction de contrôle de l'action gouvernementale, mais au-delà, nous avons aussi des missions d'enquête qui sont planifiées. Une innovation qui est très très importante à préciser, nous avons créé une commission chargée de contrôler l'exécution de tous les accords dont la ratification a été autorisée par le CNT. Excusez-moi de vous interrompre parce qu'on me signale qu'on n'a pas assez de temps. Parce que si vous dites qu'il y a une commission déjà qui contrôle l'exécution des accords, on prend des dettes, on met ça au dos des futures générations, on ne sait pas comment ça va être payé. Et puis, si on a ça, on peut vraiment se frotter les doigts si la commission exécute lui aussi correctement. Je peux vous garantir que cette commission a été mise en place de manière consensuelle. Okay. Toutes les commissions sont représentées. Et elle est dirigée par le général Abdoulaye Keita, qui est une personnalité qui est presque consensuelle au sein de l'institution. Et elle qui parle même pas beaucoup. Qui parle même pas beaucoup, mais elle va se pencher sur la bonne exécution de tous les accords dont on a autorisé la ratification. Parce que devant l'histoire et devant les hommes, nous sommes responsables quand on autorise le gouvernement à contracter des dettes. Mais je vais vous dire, avec un peu de bémol, la Guinée est un pays qui est en dessous du seuil d'endettement. Ça veut dire, oui, on n'est pas très endetté, contrairement aux pays voisins. Ça veut dire quoi? Il faut renforcer la bonne gestion des dettes contractées pour que les actions qui sont financées soient exécutées. C'est bonne ou mauvaise nouvelle? C'est à la fois une bonne nouvelle, mais aussi une mauvaise nouvelle. Parce que les pays émergents sont les pays qui ont un taux d'endettement qui dépasse les 45% de leur PIB. Mais nous avons un taux d'endettement en dessous de 40%. Alors ça veut dire quoi? Nous pouvons encore contracter des dettes pour financer les infrastructures, pour le développement du pays. Exactement. Mais au-delà de ça, les dettes contractées dans le passé ont été très mal exécutées. C'est pourquoi, pour veiller à ce que notre engagement soit pris en compte, nous avons fait de telle sorte que cette commission ait la compétence sur tous les accords dont on a autorisé la ratification. Il y a même un accord qui est en souffrance chez nous depuis plusieurs mois. Vous êtes en train de l'examiner. Dont nous avons d'ailleurs refusé la ratification, d'autoriser la ratification, sauf correction d'un certain nombre de choses. C'est l'accord sur le financement de Covid. Nous avons estimé que Covid est presque en train d'être maîtrisé dans le pays. Contracter aussi des millions de dollars pour financer ça, ça pose un problème. On a demandé au ministère de la Santé de réorienter ce prêt-là au financement d'autres volets de la santé, notamment la réhabilitation des urgences des hôpitaux. Vous avez vu, quand vous venez en urgence, les plateaux techniques des urgences sont presque des mouroirs. En dehors de l'hôpital Donka qui est flambant neuf, regardez les urgences des autres, les CMC, mais aussi les hôpitaux nationaux et régionaux. Ça pose un grand problème. Donc, nous avons demandé qu'on est prêt, on est d'accord que l'accord soit signé, mais à condition que le montant ne soit pas dépensé. L'objectif, c'est soit réorienté pour d'autres secteurs de la santé qui sont aussi pertinents, voire plus pertinents que la question de Covid. Alors, on va parler maintenant des lois que vous avez votées. Combien d'ailleurs vous avez voté en ce moment? Et si vous ne maîtrisez pas peut-être le chiffre, mais les textes majeurs que vous avez eu vraiment Je sais que nous avons fait une vingtaine de délibérations et je crois 21 textes de loi
ont été votés. Bon, textes ont été votés, parce que tous les textes ne sont pas des lois. Il y a les accords, il y a les traités. Il y a les ordonnances qui sont au nombre de 9. Il y a les résolutions qui sont au nombre de 3 et une recommandation. Et puis nous avons 9 lois, 9 lois ordinaires et une loi organique. Alors la loi organique, c'est le règlement intérieur. Les 9 lois ordinaires, les lois les plus importantes, c'est les lois de la justice que nous avons reçues tout récemment, sur la protection des victimes et des témoins, qui est une loi essentielle en matière de protection des droits de l'homme. Surtout que nous traversons en ce moment un moment où il y a le procès du massacre du 28 septembre. Sans cette loi-là, le procès ne pouvait pas se tenir. Et nous l'avons examiné avec beaucoup de sérieux et de célérité. L'autre loi, c'est la loi qui porte modification de certaines dispositions du Code de procédure pénale. Il y a beaucoup d'autres questions qui n'étaient pas prises en compte dans le Code de procédure pénale, surtout quand il s'agit de juger des anciens présidents, des anciens premiers ministres. Il y a un bon nombre de dispositions, il y a un débat sur la résidence surveillée ou autres. Ce sont des questions qui n'étaient pas prises en compte dans le Code de procédure pénale. L'autre loi qui est très importante, c'est la loi sur le contenu local. La loi sur le contenu local est vraiment une innovation importante, parce que la Guinée étant un pays minier, les entreprises, les multinationales ont un droit de vie ou de mort, à la fois sur nos recherches, mais aussi sur les ressources humaines. On tue à la fois l'environnement, tout à fait, et on vous oblige à quitter. On vous met dans une situation de travail, même ceux qui sont salariés travaillent dans des conditions insupportables. Et les entreprises nationales ne sont pas compétitives. Vous voyez, je vais lancer un peu de pierre dans le jardin de ceux qui vont nous écouter. Il y a des entreprises étrangères, je ne vais pas stigmatiser de nations, qui travaillent sur les carrières, qui sont en train d'extraire le sable et le vendre aux Guinéens. Non, dans le contenu local, ces activités ne peuvent être exercées que par des entreprises nationales. Alors, et puis moi, je ne vais pas citer, mais je connais des entreprises qui n'ont pas leur rapport d'étude d'impact environnemental et social, mais qui existent depuis des années. Tout à fait, même s'ils l'ont, c'est biaisé. Et le plus souvent, ça pose un problème d'application. Mais il y a eu beaucoup d'avancées sur cette question-là. Depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, il y a vraiment une main de fer dans un gant de velours qui se met derrière les miniers par rapport au respect de leurs obligations face à l'environnement, mais aussi leurs responsabilités sociales. Mais ce qui est important pour le pays, pour créer la valeur ajoutée dans l'exploitation minière, il faut que les entreprises nationales soient compétitives. Parce que si les entreprises nationales sont compétitives, ça crée de la recherche, ça crée de l'emploi. Et ça crée une classe positionne moyenne. Le pays dans les négociations des accords. Parce que si vous dites que votre produit il est guinéen et qu'on regarde le contenu de votre produit, 60% de la matière viennent d'ailleurs, c'est que le produit il n'est pas guinéen. Tout à fait. Vous dites que c'est votre entreprise, c'est l'eau minérale, mais c'est seulement l'eau qui est guinéen. Le reste là, tout est venu d'ailleurs, ce n'est pas national. C'est ce qui est important et pour créer la croissance économique. Ce n'est pas seulement renflouer les caisses de l'État. La croissance économique aussi, c'est d'enrichir le secteur privé. Faire de telle sorte que les citoyens, les porteurs de projets... Les destinataires finaux. Exactement, les porteurs de projets entrepreneuriaux ou entrepreneuriaux, comme vous voulez, soient dans une certaine protection pour les permettre d'être efficaces quant à la création de prospérité, mais aussi à être associé à la distribution de la prospérité pour un grand nombre de personnes. Donc, la loi sur le contenu local règle cette problématique. Ça règle aussi les droits du pays sur un certain nombre de parts dans les contrats miniers. Vous ne pouvez pas avoir 100% de l'investissement sur le contrat minier. L'État a l'obligation d'avoir sa part. Il y a une agence, une autorité. C'était d'ailleurs 15% ou 35%? Et quoi? La part de l'État. On est parti à plus de 30%. Avant, c'était en dessous. Alors, ça veut dire quoi? Et cette péréquation peut être régulée au fur et à mesure. Mais ce qui me semble être important, sur le Simandou, les négociations sur le Simandou ont permis à la Guinée d'avoir une part importante dans les infrastructures, qui sont des avancées importantes. Donc, moi, je pense que l'autre loi qui a beaucoup retenu notre attention, ce n'est pas une loi naturellement, c'est les 3 résolutions que nous avons votées. Parce qu'il faut reconnaître que les parlements dans le passé, vous n'entendez pas parler de résolutions, même de recommandations. Les recommandations et les résolutions
ont des valeurs aussi contraignantes, pas comme la loi, mais ça met l'exécutif à l'épreuve, n'est-ce pas, des recommandations et des injonctions du pouvoir législatif. Alors, donc, on me signale qu'on n'a pas assez de temps, on devrait parler de vos perspectives, mais on va parler spécifiquement de la Constitution. Où en êtes-vous dans l'élaboration de cette loi fondamentale qui doit couronner tous vos travaux? D'abord, comme je l'ai dit dans mes récentes sorties, la Constitution ne doit pas être perçue comme une juxtaposition de phrases ou d'idées ou de pensées. La Constitution doit être le reflet de la société et ça doit être aussi l'incarnation même des choix politiques, des choix économiques, sociaux et culturels du pays. Donc, nous devons dépasser les phraseologies, construire quelque chose qui ressemble à la société et qui rassemble la société. C'est notre slogan, un texte qui nous ressemble, qui tient compte de l'histoire du pays et qui prévoit le futur, mais qui nous rassemble, un texte qui règle les questions de dissension politique, idéologique et même communautaire. Donc, le travail de rédaction est en cours. Ah, ça a commencé déjà? Bien entendu. Okay. Nous avons déjà fait beaucoup de réflexions là-dessus. Nous avons déjà fait les voyages d'études. On a prévu au début de faire des voyages d'études. Après, en janvier, on organisera le débat d'orientation constitutionnelle qui donnera un espace à la classe politique, à la société civile et aux acteurs de l'administration publique aussi pour venir donner leur point de vue sur les réformes constitutionnelles à prioriser pendant cette transition. C'est-à-dire avant le vote, vous avez déjà participé? Bien entendu, tout le monde sera associé parce que nous allons construire quelque chose qui tient compte vraiment des aspirations les plus profondes du peuple de Guinée. Et nous avons l'expertise, nous avons la conscience et nous avons les moyens techniques pour le faire. Le 3 mai 2016, Claude Korikondiano, honorable Claude Korikondiano, avait lancé une radio qui s'appelle la radio parlementaire. C'était la seule radio institutionnelle du pays. Elle ne parle plus, elle est éteinte avant votre arrivée même. Est-ce que vous êtes saisi de la situation? Si oui, qu'est-ce que vous faites pour le redémarrage de la radio parlementaire et de son effectif? Merci beaucoup. Si ce n'est que les ressources, nous avons les moyens de démarrer la radio parlementaire. Parce que le budget de relance de la radio parlementaire, ça fait 200 ou 300 millions de francs guinéens. Ce sont des ressources qui sont à notre portée, parce que le mode de gestion qui est mis en place au CNT nous permet de financer toutes ces actions-là. Mais il ne s'agit pas de renouveler, de faire émettre la radio. La radio est constamment tombée en panne. Nous allons diagnostiquer pourquoi ces pannes sont récurrentes, pourquoi il y a des problèmes d'émetteurs. Nous allons régler cette question. J'ai demandé que les équipements qui doivent être utilisés pour la radio soient des équipements de pointe, mais aussi remplissant les conditions de garantie. Donc, la France ou l'Allemagne ou d'autres pays seront consultés pour avoir les équipements de marque dont on est sûr de la durabilité, au moins 5, 10, 15 ans, qu'on ait la possibilité de nous en passer de pièces de recharge. Donc, en effet, je peux vous garantir que d'ici le premier trimestre de l'année 2023, la radio parlementaire va commencer à émettre. Mais nous n'allons pas nous limiter à la radio. Nous allons à tous mettre une autre touche. Nous allons avoir une télé numérique. Vous êtes en train de reculer peut-être pour mieux sauter. Vous voulez mettre en place une télévision parlementaire comme se trouve ailleurs les télévisions. Dites-nous comment vous êtes en train de faire ça et où en êtes-vous avec l'exécution de ce programme aussi? La digitalisation et la communication numérique font partie de nos priorités. Je vais vous garantir que dans quelques jours, nous allons inaugurer notre salle de communication digitale. D'accord. Je ne fais pas de commentaires là-dessus. Vous allez voir la salle et vous allez vivre l'événement ensemble. Nous veillerons à ce qu'il y ait les meilleurs équipements possibles dans cette salle pour qu'on soit capable. Le président du CNT reste dans son bureau. Il participe aux travaux des commissions dans les différentes salles. C'est un président high-tech. Exactement. Nous restons ici, nous participons aux échanges, aux formations dans les instances parlementaires internationales. Le local est rénové dans les standards les plus élevés. Nous avons lancé la commande des équipements numériques pour que la visioconférence ou la téléconférence soit possible. Ça, c'est un des résultats de notre partenariat aussi avec l'ARPT, mais aussi avec d'autres organisations qui nous appuient. Je suis en train de faire une ronde diplomatique actuelle avec les partenaires pour réunir une masse critique d'opportunités
pour que la digitalisation soit financée et que ça soit achevé pendant le temps de cette transition. Depuis plus d'une décennie, on parle de digitalisation du Parlement, mais la digitalisation n'a jamais été une réalité. C'est vrai, c'est difficile même de faire des recherches sur ce Parlement. Vous n'avez pas de site, vous n'avez pas... Vous êtes... Si on fait des recherches, c'est seulement ce que les autres ont écrit sur vous. Vous n'avez pas des archives, en tout cas numérisées. Nous allons avoir un site internet moderne, mais on ne se limitera pas à ça. Nous allons avoir aussi une plateforme d'échange interactive sur les questions constitutionnelles. L'élaboration de la Constitution ne se fera pas qu'ici. Les Guinéens de l'étranger, ceux qui sont connectés, vont interagir avec les membres du CNT à travers la cellule qu'on va mettre en place pour poser des questions et amener leurs contributions en ligne. Pour ne pas qu'ils disent ce qui est fait pour nous, sans nous. Et contre nous. Alors. Donc c'est pour vous dire que la digitalisation est une opportunité qui a montré son caractère indispensable pendant cette pandémie de Covid. Beaucoup ont travaillé en télétravail. Ça veut dire quoi? On peut rester à la maison ou derrière son volant, interagir avec les parlementaires qui sont en train de faire des lois en votre nom. Donc, on ne se limite pas à un simple site internet. Nous allons avoir une plateforme virtuelle d'interaction citoyenne sur l'élaboration de la Constitution et des autres lois du pays. Donc, la digitalisation est notre priorité. Donc, je lance un appel à tous les partenaires, au gouvernement, de s'engouffrer dans cette dynamique qui est lancée par notre institution, parce que ça demande des ressources, et les ressources demandent aussi une bonne capacité de collaboration et de partenariat avec les autres. Donc, pour terminer cette question, nous allons... la salle high-tech sera inaugurée, mais au-delà de cette salle, la digitalisation va s'élargir au niveau de toutes les autres commissions de travail. Comme le président est membre de toutes les commissions, il doit rester dans son bureau pour voir les commissions travailler, poser des questions ou apporter des clarifications. Tant qu'on ne construit pas une telle dynamique, il est très difficile de démontrer le caractère participatif et le caractère transparent du débat parlementaire. Donc je pense que cet exercice il est important. Mais il y a des goulots d'étranglement. Il y a le problème de capacité Internet, parce que l'Internet ne fonctionne pas avec l'amplitude que nous souhaitons pour faire toutes les acrobaties numériques. Ce n'est pas seulement les citoyens ordinaires qui se plaignent, parce que moi, je me plains régulièrement sur Twitter, à chaque fois que j'achète un pass et que ça passe comme si c'est vraiment... on transite chez moi et puis on quitte. Le mois de juin, j'ai acheté un pass mois 3 fois, c'est-à-dire le mois est mort 3 fois avant de mourir. Mais au même moment, vous faites de grandes publicités pour les sociétés qui sont les fournisseurs d'Internet. Oui, mais quand même, je me plains. Il y a une société qui me reconnaît ici. Elle connaît que vraiment, je suis un client déçu. La société là se reconnaît parce qu'on échange. Et c'est votre principal partenaire publicitaire? Moi, je ne parle pas de... je suis le citoyen là. Je suis le citoyen là. Non, non, c'est une façon de vous dire que la question de l'Internet est un chaînon manquant dans le processus de développement économique et social. Et c'est là le ministère des Postes et Télécommunications entre en jeu. Interpellé. Voilà. Interpellé. L'ARPT est une structure importante de régulation. Elle doit veiller à ce que la qualité de l'Internet puisse répondre aux besoins de la population. Mais au-delà de ça, les sociétés de téléphonie, les abus qui sont commis à l'endroit des citoyens, les surfacturations, les pertes et profits, et tout ce qui est enregistré, la société a pour vocation aussi de veiller à pénaliser, à ce que des pénalités soient payées, qui doivent être utilisées pour l'agrandissement de l'accès à l'Internet dans le pays. Donc, c'est un travail très, très important qui est fait par l'ARPT. Et je voudrais que le ministère des Télécommunications aussi puisse... Il y a d'autres agences qui ont été créées pendant cette transition, qui sont des agences, si elles fonctionnent correctement, ça va contribuer à une meilleure démocratisation de l'accès à Internet dans le pays. Moi, je suis sûr qu'elles vont fonctionner parce que vous êtes là pour contrôler tout ça. Nous veillerons dans la mesure de nos possibles. Vous savez, pendant la transition, le temps est imparti. On ne s'attaque pas à tout en même temps, mais nous allons veiller à ce que les actions phares qui garantissent la refondation qui est promise soient mises en œuvre. Les actions phares, elles sont importantes. C'est comme la question des infrastructures. Nous allons veiller que tous les contrats qu'on va signer dans le domaine des infrastructures, ce soit des contrats futuristes. C'est-à-dire, quand je dis futuriste, que l'infrastructure réalisée
règle les problèmes du présent et de l'avenir et du futur. On ne doit pas construire des petites routes dans un pays qui n'a presque pas d'autoroute. Nous devons veiller en bonne intelligence avec le gouvernement, qui a une responsabilité entière dans la réalisation d'études pour les infrastructures, mais aussi dans la recherche de financement. Mais nous, en tant que représentants du peuple, nous allons veiller à ce que les projets d'infrastructure soient exécutés selon des normes internationales et que le montage technique et financier garantisse une gestion transparente, mais aussi la qualité de l'infrastructure soit conforme au cahier de charges. Bref, il y a toute une panoplie de contrôles qu'on doit mettre en place pour que l'action gouvernementale soit efficace, efficiente et contribue irréversiblement à la réduction de la pauvreté. Est-ce qu'il y a des questions qui viennent à chaque fois quand on parle de CNT, c'est votre niveau d'indépendance par rapport à l'exécutif. Est-ce que vous ne recevez pas des injonctions? Est-ce que vous êtes vraiment libre de vos choix, indépendant? Ou bien c'est de l'autre côté, pas les Mohamed V qui décident pour vous? Je peux vous garantir que même les démocraties les plus avancées, la séparation des pouvoirs n'exclut pas la collaboration entre les pouvoirs. Oui. Et cette collaboration doit être intelligente et intelligible. Et elle doit se faire conformément à l'intérêt de la population. Alors toute collaboration qui s'oppose à l'intérêt de la population est une collaboration à rejeter. Mais toute collaboration qui peut garantir à créer un meilleur alignement et une meilleure cohérence entre l'action des institutions républicaines, cette collaboration elle est nécessaire même dans les plus grandes démocraties. Il peut arriver qu'il y ait des difficultés dans la collaboration, surtout entre le gouvernement et l'exécutif et le Parlement. Et ceci se règle dans un dialogue parce que le Premier ministre, le Premier ministre Bernard Goumou est un homme qui a une grande capacité, il a une élégance politique qui le permet de bien conjuguer avec le CNT. Ce qui est important, chacun est jaloux de son indépendance, et chacun est préoccupé par le résultat qu'il va laisser à la postérité. Donc pour moi, s'il doit avoir chevauchement, ça va se créer au niveau de la capacité de chaque niveau de responsabilité à produire les meilleurs résultats pour que nous soyons tous appréciés par la population dont nous avons la responsabilité de servir. Mais nous faisons tout ce qui est possible pour que le président de la transition soit au-dessus de la mêlée. Pour que ce soit celui qui reçoit les arbitrages en dernier ressort, nous ne devons pas le mêler dans la conduite quotidienne des affaires du pays. Parce qu'en réalité, un président de la République dans une démocratie est au-dessus de la politique, est au-dessus des considérations communautaires et sociales. Nous devons le mettre au-dessus de ça. Parce que la transition, ce n'est pas seulement écrire des lois ou mettre en place des réformes. La transition aussi, c'est de créer l'exemplarité pour que les futurs dirigeants comprennent que le modèle qui a existé pendant la transition puisse se pérenniser dans l'espace et dans le temps. Donc c'est pourquoi un président de la République, nous devons créer toutes les conditions possibles pour qu'il soit le dernier recours dans la conduite des affaires de l'État. Le Premier ministre étant chef du gouvernement et le président de l'organe législatif doivent avoir une relation de collaboration, de complémentarité dans la conduite des affaires de l'État. Parce que nous n'avons pas de compétition politique, personne ne sera candidat aux prochaines élections. La seule chose qui nous intéresse, c'est d'agir selon les orientations données par le président de la transition et agir sur la base des bonnes pratiques et répondre aux profondes et nombreuses aspirations du peuple de Guinée. Vous avez fait une belle transition parce que j'allais vous interpeller par rapport à ce dialogue. Excusez-moi de vous interrompre parce que j'ai échangé avec des confrères récemment. Nous étions à Dakar. C'est par rapport à cette constitution. Il y a un qui m'a soufflé quelque chose qui retient toujours mon attention. C'est le pouvoir qu'a un Premier ministre. Est-ce que le pouvoir de notre Premier ministre est suffisamment renforcé? Est-ce qu'il a cette capacité de résister à tout? Parce que si je dis si son pouvoir est suffisamment garanti, est-ce qu'on peut la lever comme on veut? Mais écoutez, dans tous les pays, si nous avons un régime présidentiel, le président de la République nomme qui il veut comme Premier ministre et il met fin à ses fonctions. Sauf dans le régime semi-présidentiel où le Premier ministre a une légitimité qui est renforcée par le Parlement. Donc, mais dans un régime présidentiel,
Prenez le Sénégal voisin. Macky a connu plusieurs premiers ministres. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Donc il ne faut pas penser que quel que soit le niveau de démocratie qu'on a, ça dépend du système politique. Si le système politique il est présidentiel, ça veut dire quoi? Le président de la République, c'est lui qui nomme le Premier ministre et le gouvernement en consultation avec le Premier ministre et il met fin à leur mission. Mais ce qu'il faut régler, c'est que pendant cette transition, nous devons revoir la répartition des pouvoirs entre les différents organes de l'État. Pour moi, c'est un exercice qui doit guider notre travail de réflexion pour l'élaboration de la nouvelle Constitution. Nous avons les solutions. Nous avons visité beaucoup de pays. Nous avons des approches, nous avons des choix. Nous allons les adapter à la réalité du pays. Mais ce qui est fondamental, il faut garantir à et c'est la préoccupation du président de la transition, il dit qu'on doit faire les choses autrement. L'hyper-président et les ministres puissants, intouchables, doivent céder dans notre système démocratique. Le pouvoir doit arrêter le pouvoir et toutes les actions du gouvernement doivent être réglementées, orientées par la loi et le président doit exercer un droit de contrôle, d'orientation, de définition des orientations du pays parce qu'il a bénéficié du suffrage universel. Mais à côté du président, il doit avoir un parlement qui soit à mesure de contrôler, d'exercer un contrôle parlementaire sur les actions du gouvernement. Donc pour moi, le pouvoir judiciaire doit être là comme une sorte d'épée Damoclès sur la tête de tout le monde pour que les actions soient menées conformément aux lois de la République. Mais je vais vous dire quelque chose. Constitution par là, constitution par ci. Il est important de garantir l'intangibilité des textes constitutionnels. Ce n'est même pas un certain texte. Non, la Constitution même, son intangibilité doit être garantie. Nous avons une approche toute simple. C'est l'approche de légitimation du travail d'élaboration de la Constitution par le peuple. C'est-à-dire avant, pendant et après. Mais avant, c'est quoi? Ça veut dire consulter le peuple sur ses choix avant d'écrire le texte. Pendant, c'est quoi? C'est de partager avec le texte ce que vous avez écrit en leur nom pour qu'il l'approuve par référendum. Après, ça veut dire quoi? Ça veut dire après que le texte voté doit être approprié par la population pour que chaque citoyen du pays soit gardien du respect de la Constitution. Mais quand le taux d'analphabétisme est élevé dans un pays, les gens ne savent même pas c'est quoi, quel est le système politique que nous avons dans le pays. Et puis elle est écrite dans une langue étrangère. Exactement. Mais l'approche que nous allons mettre en place est une approche participative qui permettra aux citoyens de la Guinée de comparer pendant, chemin faisant, la prise en compte de leurs aspirations dans la Constitution. Et nous allons retourner vers les populations pour vulgariser dans toutes les langues du pays le texte qui est écrit, qui a été approuvé et qui a été écrit en leur nom. Mais le deuxième élément de garantie de l'intangibilité de la Constitution, ma foi, c'est les institutions qui doivent garantir la mise en œuvre de la Constitution. C'est comme la Cour constitutionnelle, la composition de cette Cour, le régime de ses membres, mais aussi les conditions de sanction quand les juges de la Cour constitutionnelle ne respectent pas leur serment et leur engagement. Pour moi, si ces éléments sont garantis, on a les meilleurs Guinéens qui composent une Cour qui veillera au respect de la Constitution et qui évite tout parjure à notre pays. Je pense que la deuxième garantie, elle est institutionnelle. Donc les institutions de contrôle de la Constitution, en plus de l'appropriation populaire et de la vigilance citoyenne, ce sont des éléments. La morale des dirigeants à pouvoir respecter la Constitution, écoutez, la politique, il y a très peu de morale dans la politique. Et on dit que c'est les politiques qui doivent gouverner le pays. Mais ce qui est important, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Entre la liberté et l'autorité, la Constitution doit se situer au juste milieu. C'est-à-dire l'équilibre entre la liberté et l'autorité est la mission fondamentale qu'on doit assigner à une Constitution. Alors, rapidement, dites-nous quel est le niveau d'implication du CNT dans ce cadre du dialogue en cours en ce moment. On me fait signe qu'on n'a pas assez de temps, mais on a vraiment besoin de savoir à quel niveau se situe le degré d'implication du CNT dans ce cadre de dialogue. Vous savez, dans le fonctionnement des affaires de l'État, on doit contribuer à renforcer les attributions des organes selon leur domaine de compétences et les attributions que la charte de la transition les a dévolues. Le Premier ministre est le responsable du dialogue politique. Si le CNT doit intervenir, c'est de renforcer
aider le Premier ministre à cerner tous les aspects du dialogue politique. C'est de la complémentarité. J'ai participé à la cérémonie d'ouverture du cadre de dialogue. Je me concerte souvent avec le Premier ministre sur la conduite de ce dialogue-là. En tant qu'acteur de la vie nationale, avec une vingtaine d'expériences, je connais un peu la typographie des pensées politiques en Guinée. Donc je peux l'apporter des conseils, mais aussi le CNT participe. Ma première vice-présidente nous représente dans ce cadre de dialogue avec 2 autres collègues conseillers nationaux. Nous ne faisons pas interférence, mais nous nous informons, nous nous documentons pour veiller à ce que le Premier ministre puisse réussir à conduire un dialogue politique qui soit à mesure de conduire la Guinée à une décrispation politique pendant cette transition. Parce qu'en effet, nous ne sommes pas otages des pensées politiques, nous devons être otages des aspirations de la population. Parce que si nous ne respectons pas les aspirations de la population, à la fin de la transition, nous allons nous demander à quoi a servi notre travail. Donc il faut bien qu'on soit capable de nous positionner entre la réponse aux problèmes posés à la demande et aux aspirations de la population et les exigences politiques de l'autre côté. Nous devons pouvoir pédaler dans ce sens-là pour que l'équilibre puisse s'instaurer. Et le Premier ministre a besoin de l'accompagnement et de l'appui de tous les organes de la transition et de tous les citoyens, la presse, les hommes politiques, les religieux qui sont associés à ce dialogue-là, chacun et les personnes ressources, les 3 dames, permettez-moi de saluer leur perspicacité. Ces 3 dames-là doivent bénéficier de notre accompagnement. Je vais terminer ma pensée en vous disant ceci. Très rapidement. À chaque fois que la confiance s'effrite dans nos relations, le résultat est catastrophique. Nous devons construire une confiance. Et la confiance ne peut pas se construire sans le respect. C'est pourquoi je demande aux acteurs politiques de la Guinée de respecter ces personnalités qu'on a choisies, qui par leur parcours, qui par leur dévouement pour la République, méritent d'être cités comme exemple. Mais si nous méprisons toutes les éminences, toutes les personnes qui sont célébrées, dont les équivalents sont célébrés dans les autres pays, nous nous les mettons à terre, je vais vous dire que la finalité sera toujours la catastrophe. Je ne souhaite pas la catastrophe pour notre pays, mais nous devons construire la confiance. La confiance se construit dans le respect. Et le respect exige que chacun cède une partie de son ego pour donner la place à la construction d'un idéal commun. Ça, on ne l'apprend pas à l'école. C'est la foi, la religion et la retenue, surtout la repentance qui peut nous amener à avoir un tel état d'esprit. Les hommes politiques, les acteurs de la transition, toutes les personnalités de ce pays ont l'obligation de suivre ce chemin-là. On doit célébrer nos icônes vivants. On ne doit pas attendre qu'ils décèdent pour que, hypocritement, devant leur corps aligné dans un cercueil, on se met à verser des larmes de crocodile ou à tenir des discours dénués de toute objectivité. Maintenant, là, Adja Aïchaba, c'est maintenant là, on doit reconnaître que c'est une Guinéenne qui a mouillé le maillot pour ce pays, pour le système éducatif. C'est le moment là, Madame Guilao, qui a été ministre, qui a plus de 85 ans, oui, mérite d'être reconnue au moment où il est vivant. Madame Makale Traoré, quoi que vous dites, c'est fait partie des femmes de la Guinée, docteur en économie, une femme politique qui a été candidate aux élections de ce pays, actrice de la société civile, dont l'expérience et la connaissance du pays méritent d'être reconnues, même si on a des divergences politiques ou idéologiques. Pour moi, ce que Femme veut, Dieu le veut, en ce moment-là, nous devons le prouver par ces 3 femmes qui sont en train de mouiller le maillot pour que les Guinéens se parlent. Nous Reste à savoir si ce que Dieu veut, Femme aussi le veut. Et vous m'avez donné l'opportunité d'expliquer ce qui est au fond de ma pensée. Et vous vous êtes déplacé dans un cadre qui nous commande tous à être sincères. La salle des actes du Palais du Peuple n'est pas n'importe quelle salle. Nous devons pouvoir dire les choses telles que nous les ressentons. Je ne suis pas partisan de l'unanimisme. Pour moi, l'unanimisme, c'est faux. Personne, nul ne peut faire l'unanimité. Mais en réalité, il faut mourir pour ses convictions et pour ses pensées. Alors, cette émission est la vôtre. Vous revenez quand vous voulez et puis vous nous facilitez aussi à voir vos collègues conseillers nationaux. C'est la docteure Dansa Kourouma, présidente du Conseil national de la transition, d'en face aux parlementaires. J'espère que vous avez pris note parce que ce qu'il a dit, ce n'est pas pour aujourd'hui seulement.
et nous allons nous retrouver très bientôt avec notre équipe dirigée à la réalisation par Noël Mounimou, Tcherno Sadouba, Abdoulaye Kamara et puis le patron des cadres, Yacouba Traoré. À bientôt. Au revoir.